Je m'appelle Belkhair, ou Cheikh Samba Dieng. Je suis militant de IRA, une ONG droits de l'homme. Je suis aussi dans le parti politique RAG, donc je suis le président du Conseil national. Je suis aussi le conseiller à notre leader, Birame Daoulabi. L'IRA est une organisation de droits de l'homme, initiative pour la résistance du mouvement abolitionniste. Il y a une partie qui est dans l'esclavage et une partie aussi qui est discriminée par sa couleur, parce qu'ils sont noirs. Il y a dans les villages jusqu'à maintenant des cas d'esclavage. Et surtout l'esclavage foncier. L'esclavage foncier, c'est des terres où les anciens esclaves cultivaient. Et c'était, disons, c'était pour leurs anciens maîtres. Et que lorsque l'État est venu, il y a des gens qui ont réclamé ces terres-là. Et ces terres-là, les gens n'ont jamais cultivé ces terres-là. Jamais. Et il y a une loi de 81 qui stipule que si la terre appartient à celui qui la nourrit. Aussi, l'esclavage foncier ici en Mauritanie, c'est un grand problème. Parce qu'il y a des terres, ici, toute terre ici en Mauritanie, c'est pour une tribu. Ça veut dire que si tu viens pour toucher, il faut que tu sois l'esclave de cette tribu. Et tu dois aussi soumis. Si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas loger et tu ne peux pas cultiver. Et même quand tu cultives, tu vas seulement prendre ce que tu vas manger et le restant, tu vas donner au maître. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord, ils vont te chercher de cette terre. L'État les donne des papiers que cette terre-là, c'est pour eux, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. L'IRA fait des sites, des caravanes pour sensibiliser ces gens-là, sur leurs droits et tout cela, c'est leurs droits et leurs devoirs. Parfois, on organise une caravane qui part de l'Est jusqu'au Sud pour parler avec les populations sur leurs droits et tout cela. Pour les sensibiliser qu'ils peuvent réclamer pour avoir leur dû. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a une répression très forte. Il y a la police, elle ne fait pas de cadeaux, elle nous frappe, ils s'en fichent, ils nous frappent. Et on manifeste pacifiquement, on ne jette pas de pierres, on ne lance pas de pierres, on ne frappe pas les policiers, on manifeste. Parce que tous les ONG droits de l'homme savent que l'IRA est un mouvement pacifique. On n'a jamais pris d'armes, on n'a jamais menacé l'État, juste on marche, et ça gêne l'État. Ils ne sont pas habitués, ils sont habitués à des gens qui se restent chez eux quadrés et ne rien dire, parce que s'ils sortent, la police va les réprimer. Je m'appelle Mariam Toucher, je suis militante de droits de l'homme, je suis membre de IRA. Je suis dans le bureau exécutif, ça veut dire que je suis dans le grand bureau qui dirige IRA. Mais aussi, je suis militant de terrain. Je participe à toutes les activités, les manifestations, les sittings, les écrits, tout. Oui, j'étais emprisonnée, il y a de cela, j'étais emprisonnée 4 mois dans les prisons des femmes ici à Nouakchott. Pour avoir participé à une manifestation pour libérer le président Birame. Et aussi, parce que aussi j'étais emprisonnée parce que je lutte dans l'IRA et dans toutes les activités que je suis en train de faire. J'ai une page sur Facebook qui dérange beaucoup aussi. Et je suis en train d'écrire tout ce que je pense. Une page aussi sur Twitter. J'écris, ça veut dire que je suis emprisonnée pour ça, mais aussi j'étais emprisonnée parce que j'étais comment dirais-je, j'étais dans le bureau de campagne présidentielle pour Birame. Et ça aussi, ça fait partie des causes, parce qu'il voulait savoir comment Birame a pu avoir
pourcentage qu'il a eu dans les élections présidentielles passées. Et on pense que Biram a été emprisonné parce qu'il lutte contre l'esclavage, le racisme qui est ici en Mauritanie, mais aussi pour le pourcentage qu'il a eu dans le présidentiel, parce qu'il s'est rapproché de la chaise du présidentiel. Et les morts ne tolèrent pas ça. Et ils ne veulent pas tolérer ça. Ça veut dire que toute une voix qui se relève contre eux, ils essaient de le casser complètement. Ça veut dire que c'est pour ça que j'étais emprisonnée et pour mes actions aussi que je suis en train de faire. Et aussi pour me faire peur parce que quand on m'a amené en prison, ils m'ont torturé dans le commissariat même pour sortir des choses pour moi. Et j'ai fait là-bas 5 jours, ce n'est même pas légal. Ouais. Et après, ils m'ont amené au tribunal. Ils ont essayé aussi de me faire peur. Ça veut dire qu'ils peuvent me laisser liberté conditionnelle, mais je dois cesser à participer dans le truc et je dois venir toujours pour signer et pour qu'on m'interroge et tout. J'ai dit quand même, quand ils vont me laisser d'ici, je vais partir, me manifester. Mais je vais me manifester, comment dirais-je, pacifiquement. Quand ils vont me laisser d'ici, je vais directement partir et me manifester. Ça veut dire qu'ils ont le choix de me laisser ou de m'emprisonner. Ils m'ont emprisonné, ils m'ont amené dans la prison des femmes. Et quand ils m'ont amené là-bas, ils ont fait 3 semaines. Je n'avais pas le droit de visite. Le juge n'est pas venu, parce que le juge devait venir faire une deuxième interrogation ou m'amener là-bas au parquet pour faire une autre. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont essayé de me torturer 3 semaines pour que, quand il va venir, je vais être prête pour dire tout ce qu'il veut. Entendre. Et ils m'ont fait subir des choses. Il y a les gardes qui ont essayé de m'étouffer là-bas. Et il y a les régisseurs. Et ils ont même essayé d'envoyer des prisonniers pour se bagarrer avec moi, en m'insultant et tout. Et quand le juge est venu, il m'a dit je suis venue tardivement parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai dit non, tu es retardé pour me faire peur. Mais je peux supporter encore une autre 3 semaines. Tu peux partir et revenir. Il me dit non, j'ai pas fait exprès, non. J'ai dit non, tu n'as pas le droit, toi, tu es un juge. Quand tu m'as appris, ça veut dire que dans 1 semaine, tu dois m'interroger, sinon 2 semaines, si c'est maximal. Tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu as essayé, mais moi, tu peux me rajouter une autre 3 semaines, ça ne va rien me faire. Ça veut dire que je vais rester dans ma route. Tu ne vas pas m'empêcher, Inch'Allah, d'atteindre ce que je vois. Il y a certains même qui parlent que ça fait partie du dogme de l'islam. Du dogme de l'islam. Et que c'est leur propriété, que personne ne peut venir prendre, que ces personnes-là sont des objets comme des objets pour eux. C'est un livre qui a été écrit par certains qui justifient l'esclavage dans l'islam. Et nous, en tant que musulmans, on a lu le Coran, on a lu tous les livres. On a su que ces livres-là ne répondaient pas au dogme de l'islam. On a brûlé ces livres-là symboliquement pour montrer notre mécontentement par rapport à ces livres. Après cela, notre leader a été emprisonné avec quelques membres de l'Iran. Pour cela, il a été relâché. Mais ça a posé dans un question. Tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se trouve dans ces livres-là? Et on a vu que des livres qui traitaient les humains comme des objets, comme de la marchandise qu'on vendait, qu'on possédait. Si tu avais une esclave, tu viens, tu n'es pas obligé de marier avec elle, tu viens, tu rentres, tu fais avec elle des rapports. C'était les gens qui étaient dans l'esclavage étaient à la guise du maître. Ils se servaient d'eux comme ils veulent. Quand on entend qu'il y a un cas d'esclavage, où il soit, où il y a un cas d'injustice, là où il soit, on vient, première fois, on vient pour voir est-ce que c'est vrai.
dans notre pion. On n'est pas des policiers. Ça, c'est le travail de la justice. C'est le travail des policiers. Mais on est obligé de le faire. Parce qu'eux, ils ne font pas leur travail. Et ils ne veulent même pas le faire. Ça veut dire qu'on essaye de faire à notre façon, de venir, de demander, jusqu'à si on est sûr que ça, c'est vrai. C'est un cas d'esclavage ou un cas d'injustice qui soit. On vient à la police, on le réclame, on dépose. Et les policiers partent avec nous. Des fois aussi, ils veulent camoufler parce qu'ils veulent dire là où ce cas d'esclavage, ça existe où. Ils veulent partir première pour dire ces gens-là, Ira est venu ici. Maintenant, il sait que vous avez un esclave où il y a une truc d'injustice. Il faut camoufler ça parce que nous, on va venir avec eux pour leur montrer que ça, ce n'est pas vrai. Et souvent, nous, on refuse de leur montrer. On préfère partir avec eux. Ils vont prendre ces gens-là, ils vont l'amener au commissariat. Et quand ils viennent au commissariat, ils nous disent non, partez. On dit non, non, on ne part pas. Nous, on va manifester. On va manifester librement, pacifiquement, devant le commissariat, jusqu'à la loi soit faite. Parce que là-bas, on amène aussi on amène des avocats avec nous pour suivre le truc. Des avocats qui sont nos amis ici en Mauritanie et ils essayent de nous aider, de s'aider eux-mêmes. Ils sont en train de lutter eux aussi. Ils viennent avec nous au commissariat pour suivre cette affaire. Et toujours la police veut camoufler. C'est parce que ce n'est pas la police aussi qui veut camoufler. Parce que quand le président s'assoit, il dit que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie. Les policiers, les juges ne peuvent pas amener un cas d'esclavage. Et des fois, ils sont forcés parce que nous, on est là, on fait des manifestations devant la police, ils nous épriment. Et ça ne nous évite pas d'avancer et d'affronter. Mais pacifiquement aussi, avec nos corps. Et quand on fait ça, maintenant ils sont gênés, ils sont obligés d'amener le cas jusqu'au tribunal. Et de là-bas, ils vont leur dire, oui, ça c'est un cas d'esclavage. Et maintenant, il sera dans la liberté conditionnelle jusqu'à l'infini. On a des centaines de cas comme ça. C'est dans la justice, chaque fois on amène un cas, il s'assure que c'est un cas d'esclavage. Et après, il le laisse partir, comme ça dans le vent. Il nous dit, il est libre, jusqu'à on va l'amener pour le juger, jusqu'à maintenant. Il y a un cas qui est déjà jugé, on l'a emprisonné 2 ans. Et dans la loi, c'est 10 ans. Minimum, c'est 5 ans. Ça, c'était dans la loi de 2007. Maintenant, depuis la loi 2012, maintenant, c'est devenu crime contre l'humanité. Ça veut dire que c'est 20 ans jusqu'à l'infini. Maintenant, c'est devenu très grave. Mais quand on a jugé le monsieur-là, c'était la première loi. La deuxième loi n'était pas encore votée. Et on l'a seulement mis 2 ans. Ce n'est même pas légal. Et après 7 mois, ils l'ont libéré. Pour dire qu'il est malade, il est très... Ça veut dire que la Mauritanie ne veut pas, c'est ça. Ça veut dire que le président pratique l'esclavage, les ministres pratiquent l'esclavage, les commissaires pratiquent l'esclavage. Ça veut dire que ça c'est tout un système qui est esclavagiste, raciste. Ça veut dire que c'est un pays, comme on a déjà parlé, ça veut dire qu'ils ont l'idée de la grande pays mort, Dawlat al-Biran, pour faire de Sahara jusqu'au Niger. Et pour ça, il faut assurer la Mauritanie. Il faut faire taire tous les gens. Les négro-africains, il faut enlever leurs papiers. Les Haratines, 60% des Haratines, ils n'ont même pas les papiers mauritaniens. Ça veut dire que tout ça, c'est pour seulement leur faire taire et les empêcher d'exister. L'esclavage, nous, on a estimé qu'il y a
20% de la population qui sont en esclavage. 20%. On dit aussi que les Négro-Africains représentent plus de 90% de la population, dont la majeure partie, plus de 50% ou 55%, sont arrêtés. Après, les gens qui suivent, ce sont les Happoulars, ils sont plus de 30%. Après, presque les Bédans qui suivent, c'est 10% comme ça. Parce que les Soninké, les Bédans ne sont pas plus nombreux qu'eux aussi. Après, ce sont des Olofs. C'est ça la statistique ici en Mauritanie. C'est ça la statistique. J'appelle les Mauritaniens qui détiennent le pouvoir depuis 700 ans en Mauritanie. Ceux qui ont falsifié la religion. Ceux qui ont falsifié la démocratie. Ceux qui ont falsifié la justice. Ceux qui ont déporté les Mauritaniens à l'étranger, au Sénégal et au Mali. Ceux qui ont tué les Mauritaniens dans la vallée, dans les casernes, dans les prisons, dans les villes de Mauritanie. Ceux qui ont spolié les terres des gens du Fouta et d'autres citoyens mauritaniens paisibles ici dans le Valais et dans le sud. Ceux qui ont volé les richesses du pays à leur propre compte, à leur propre profit. Je les appelle ces gens-là. Je les appelle à accepter leur défaite face à la jeunesse de Kaït. À accepter leur défaite face à la jeunesse de Nouakchott, de Nouadhibou, de Bogué, de partout dans la Mauritanie. Car la jeunesse est avec moi, avec Biram, jusqu'à la victoire, jusqu'à la présidence. La Mauritanie ne peut plus survivre avec un pouvoir raciste. La Mauritanie ne peut plus survivre avec une gouvernance esclavagiste. Il y a 80% de Noirs mauritaniens qui sont confinés dans la marginalisation totale. Il y a 20% de la population mauritanienne qui sont des esclaves domestiques opprimés par les crimes de l'esclavage. Oui, Biram Dabit, c'est le président de l'IRA. Il travaille dans la commission des droits de l'homme, il travaille dans l'État, commission des droits de l'homme, comme conseil de la commission des droits de l'homme. Lorsqu'ils ont vu qu'il faisait bien son travail, ils l'ont remercié, ils l'ont dit, nous on veut que tu fasses semblant de travailler, mais on ne veut pas que tu travailles. Il les a dit non, moi, je suis convaincu dans ça. Ils l'ont pris, ils ont pris son passeport de service, ils l'ont envoyé de l'État, ils ont coupé ses salaires, ils ont fait tout, mais il a continué. Avant cela, il avait créé en 2008 IRA, et il a activé le mouvement de plus en 2010 pour lutter. Aujourd'hui, il est emprisonné à cause d'une caravane. Une caravane, c'est l'esclavage foncier. Aujourd'hui, il est en prison. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en prison. Il est arrêté arbitrairement, avec un juge complaisant de l'État. On dit il faut lui donner 2 ans, c'est tout 2 ans. Et le monde entier, ils disent que cette arrestation est arbitraire. Le président de l'IRA Mauritanie, Biram Dahbey, il est en train de subir toutes les façons de répression. Parce que depuis 2010, il est déjà, jusqu'à maintenant, on l'a déjà emprisonné 3 fois. On l'a déjà
on l'a déjà dans les manifestations, dans les sittings, ils l'ont visé directement. Même une fois, il y a un monsieur qui l'a amené une arme, une mort qui voulait le tuer dans le foule. Ici en Mauritanie, lorsque les colons sont partis, même les colons, lorsqu'ils étaient là, ils étaient méchants avec les tribus arabo-berbères. Parce que les tribus arabo-berbères, ils avaient sous eux les haratins en bas de l'échelle, c'était des esclaves. Hein? Donc c'était la majorité qui était. Donc ils sont venus, ils ont vu un système traditionnel organisé. Le colonel est venu, il s'est adapté à ça. Il est parti voir les maîtres directement. Il n'est pas parti vers la masse, il est parti vers les maîtres. C'est comme ça que. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé même ces mêmes personnes dans le pouvoir. Que ce soit dans les milieux négro-africains, parce qu'il y a des négro-africains qui sont de l'aristocratie, comme les négro-africains qui sont de familles nobles, avec les bédanes aussi, qui sont de familles nobles. Ils les ont laissés dans le pouvoir. Après quelques années, les bédanes ont monopolisé le système bédane, ont monopolisé l'État en tuant les négro-africains pour avoir plus, parce qu'il y avait que les négro-africains et les bédanes qui étaient dans le pouvoir. Mais le président était un arabo-berbère, c'était Mokhtar Dada, c'est le premier président de la Mauritanie. C'était un arabo-berbère. Hein? Lui, c'est parmi les gens qui ont planifié pour la suprématie des bédans. Qui ont planifié. Après tout cela, il s'est enseigné les événements en 66, après les événements en 87 jusqu'en 92, où il y a eu des morts de négro-africains. Il n'y a pas des morts, une purification ethnique, hein, pour prendre les postes clés de l'État. Parce que tous les postes clés de l'État étaient occupés par des négro-africains. Donc c'était une manière de récupérer tout l'appareil de l'État pour leur politique. Parce que aussi, il y a un projet pour le système bédane, c'est la Grande Mauritanie. C'est le Sahara occidental, c'est le nord du Mali. Tout ça, ça fait partie de la Mauritanie. C'est ça le projet du système bédane. C'est ça le grand projet. Ils appellent ça Mauritanie Koubra, Mauritanie Koubra en arabe. Hein? La Grande Mauritanie, du Sahara occidental, du nord du Mali, jusqu'au Niger, où il y a les bédanes, c'est là-bas, la Grande Mauritanie, c'est ça leur objectif. Mais avec l'avancée du monde et tout cela, maintenant, ce n'est plus possible. Même le Mali au nord, pourquoi ça bouge? Parce que les bédans aussi font bouger ça, parce que ils le font bouger parce qu'ils veulent que ce soit indépendant et la Mauritanie vient récupérer ça. C'était ça le projet. Et la France était dans ça. Hein. La France était comprise dans ça. Mais comme ça n'a pas marché, maintenant les touristes sont entrés dans le processus. Maintenant ça a bouleversé le programme. Il y a 35 ministres. Ici en Mauritanie, il y a 5 seulement Haratin et les Nogro. 30% les ministres c'est arabo-berbères. Il y a encore 24 généraux, c'est tous les arabo-berbères. Il y a 3 seulement, c'est Haratin et négro-africains. Si vous regardez le Parlement en Mauritanie, il y a 145 parlements, sénateurs ici. Il y a 20, c'est Haratin et négro-africains. 100 et quelques, c'est arabo-berbères. Les populations, 80, c'est négro-mauritaniens. Mais le problème, c'est les médias mauritaniens. Si quelqu'un dans le monde regarde la télévision en Mauritanie, médias en Mauritanie, il va trouver tous les médias, tous les programmes dans les médias sortis, c'est arabo-berbère seulement. L'essentiel, c'est qu'on vit dans un pays où l'État est un État raciste et discriminatoire. Ce pays est extrêmement riche. Sa population n'est pas nombreuse, on est plus en nombre de 4 millions. On n'arrive pas à vivre comme il faut. On a autant de richesses, on a du pétrole, on a du diamant, on a de l'or,
On a de l'uranium qui n'est pas encore exploité. On a des milliards de tonnes de fer en réserve. On a du cuivre. On a du gravier, on a du sable. C'est la côte la plus prospère du monde. Et il n'y a rien qui nous... Et alors, qu'on est pauvre. On vit dans la pauvreté. C'est une étape historique dans l'histoire de la Mauritanie. C'est la première fois que nous avons une candidature de rupture avec le système agencé de domination, le système de racisme, le système d'esclavage. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation économique. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation des droits de l'homme. C'est une candidature de rupture avec les formes d'esclavage moderne dans les mines, dans les usines, dans les ports, dans tous les domaines. J'envoie ici un message d'hommage à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont déjà milité, qui se sont érigés contre le système de domination qui continue à perdurer dans notre pays. Ce système est en train de jouer l'une de ses dernières scènes. Cette bataille électorale, c'est une bataille entre deux idéologies. Entre l'idéologie des droits de l'homme, l'idéologie de l'égalité, l'idéologie de la liberté, l'idéologie du vrai islam. Et l'idéologie de ceux qui ont bâti leur mode de vie sur l'esclavage, ceux qui ont bâti leur système sur le racisme, ceux qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation de l'homme. Cette candidature, cette bataille sera la bataille de la réhabilitation de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont péri ici à cause du racisme, qui ont péri à cause de l'esclavage, qui ont péri à cause de l'arbitraire. Je vous appelle à avoir le courage de mener cette bataille. Il faut gagner cette bataille. Il faut se lancer à l'assaut du système de domination par les voies électorales, par les cartes électorales, par la sensibilisation, par une révolte, une insurrection contre la corruption, contre l'achat de conscience. Si c'est présenté aux élections, c'est pour voir notre poids. Et l'État, si qu'on a du poids. Les premières élections, on se présente un mouvement tout neuf. Et il est deuxième, avec peu de moyens, sans des moyens, sans avoir de carburant, ni avoir des milliards, ni avoir un financement. On a eu des financements qu'avec des militants qui ont donné des miettes, 1 euro, 2 euros, pour rien du tout. Pour avoir même quelques millions, on n'avait même pas quelques millions pour faire la campagne. On vivait le jour pour la campagne. Et on est venu deuxième. Et il y a aussi une chose qui est étonnante. Il y a plus de 7000 militaires qui ont voté pour nous. Ici, c'est un appareil sécuritaire. Ouais. C'est une politique. C'est une police politique de l'État. Une police politique qui contrôle tout, qui sait. Elle sait que, par exemple, elle sonde, par exemple, elle fait des sondages. Que, par exemple, est-ce que Biram a du monde? Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, est-ce que vous avez des gens? C'est ça. C'est comme des sociétés où on sonde, quoi. L'État a fait des sondages, ils ont des chiffres, c'est une police politique qui veut contrôler qui vote pour qui ne vote pas pour qui est avec qui n'est pas avec qui. Libérez Birama! Libérez Birama! Libérez! Birama et ses amis! Libérez! Libérez Birama! Birama et ses amis! Libérez!
حرية حرية libérez libérez prison prison. Iran, c'est la seule qui est contrariée. Tous les autres qui viennent, on les donne des partis politiques parce qu'ils ne représentent pas une menace pour le parti, pour l'État. Parce que nous, on représente une menace. Pourquoi? Parce qu'on a une masse derrière nous. On a un programme politique, on a une vision de l'État qui n'est pas leur. On a une vision. On veut un changement radical, un changement d'esprit, un changement dans la société. On parle de tout, on parle de la religion, les gens disent non, la religion, c'est seulement les oulémas qui doivent parler de la religion. Nous, on parle de la religion, on dit religion, dis ça, vous. Et aussi les oulémas, nous, on les attaque. C'est ça qui fait qu'il y aura les oulémas qui sont complices de l'État ou qui sont avec l'État. Nous, on les attaque, on ne les laisse pas. On les attaque sur les réseaux sociaux, on les attaque dans la télé, partout où on a l'occasion on les rate jamais. Parce qu'ils c'est des gens qui travaillent pour l'État. Il y a une utilisation de la misère. Parce que les gens sont riches, les autres sont pauvres. Ils utilisent cette pauvreté pour maintenir leur système. Parce que quand les élections viennent, ils viennent acheter les consciences. Quand les élections viennent, même quand ils savent que dans ce quartier-là, il y a des gens qui vont voter contre eux, ils vont venir, ils vont acheter leur carte d'électeur. Il y a tout ça. Quand les élections viennent, par exemple, les listes électorales, ils font au lieu de, par exemple, vous devez voter en Akshot. Hein? Ils vous font voter à Néma. Ils amènent votre nom à Néma. Et vous, le même jour, vous savez, c'est le jour de vote que vous savez que vous devez voter à Néma. Comment vous allez partir à Néma? Néma, c'est avant d'arriver, les bureaux vont fermer. Il y a des manipulations, il y a des. Nous, Irak, nous dénonçons tout cela. Et nous avons Irak s'est organisé financièrement, s'est organisé d'une manière, s'est ramifié. Partout à Mauritanie, on a des représentants. Et ces élections-là, les élections passées, où on n'a pas eu de représentants, il y a eu des mogos là-bas. Donc, cette minorité utilise la misère. C'est comme le système anglais, créer des pauvres pour enrichir le reste du monde, pour enrichir l'Europe. C'est le système anglais, ça c'est classique. C'est le même système qu'ils sont en train de faire. Ici en Mauritanie, c'est un pays qui soutient le terrorisme. Ça c'est la vérité. Parce que ici en Mauritanie, les terrorismes qui sont dans le Mali, le Niger et tout, c'est ici leur place pour faire une retraite, pour venir, pour se soigner, pour prendre des armes, pour s'entraîner. Et je ne peux pas savoir comment la France, l'Europe et l'Amérique, avec tout leur système de renseignement, ils n'ont pas encore pu savoir ça. Parce qu'il n'y a pas un jour ou deux qu'on n'entend pas qu'il y a un parmi eux qui est ici à l'hôpital militaire, qui est en train de se soigner, ou toujours les militaires qui viennent là-bas vers Nema, vers Ayoun, ils nous disent que toujours il y a des terroristes qui viennent là-bas pour s'entraîner avec eux dans les camps, pour venir se ravitailler, pour prendre des armes, de nourriture et de tout. De toutes les manières. Et la Mauritanie leur soutient. Pour que eux aussi, au retour, de leur soutenir pour leur grande, leur grand projet, la grande Dawlat al-Bidan, de Sahara, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, Niger et tout. Ça veut dire que, ici aussi je lance un appel. Pour leur dire que s'ils sont en train de lutter contre le terrorisme,
Il faut faire seulement des recherches. Moi, je les invite de venir, de faire des recherches pour voir. Ils vont voir avec leurs yeux. Et ils vont toucher. Le fait que les Occidentaux viennent ici et parlent qu'avec les élites ou les gens du pouvoir et prennent les matières premières, ils ne voient que les Occidentaux que dans les hôtels pour négocier des contrats et ainsi de suite, avec le gouvernement dans la télé pour donner de l'argent et ainsi de suite. Alors que dans la réalité, la population ne voit pas ça sur le terrain. Elle voit que des signatures, des millions. Elle dit que donc tout le mal, tout le problème vient de ce Toubab-là qui prend les ressources, qui mettent des présidents ici, qui élisent des présidents, qui sont. Donc, ce terrain-là est utilisé par les terroristes pour recruter les membres pour recruter des gens. Parce que chez eux, ils sont pauvres, alors qu'à la télé, on signe des millions pour une société, pour l'exploitation d'une société minière, ou uranium, ou du pétrole, et ainsi de suite. On dit à la télé qu'on a découvert du gaz par une société américaine qu'elle va exploiter. Ils vont signer. Alors qu'ils ne voient pas sur le terrain les États. Donc, les touristes viennent et disent voilà, ces blancs-là, ces toubabs-là, ils viennent, ils prennent nos ressources. Et ils donnent des miettes aux gens du pouvoir et ils amènent. C'est eux la source de notre pauvreté, de notre problème. Ils disent que s'il y a l'alcool qui circule dans la ville, c'est eux. Tout cela. Et aussi, d'une part, l'État en profite. Parce que quand il y a le terrorisme, l'État va dire non, on lutte contre le terrorisme. Alors au fond, ils ne luttent pas contre le terrorisme. Ils luttent pour leur asseoir au pouvoir. Parce que c'est un prétexte pour rester au pouvoir. Pour aussi mater la population de plus. Si quelqu'un parle, il dit que non, c'est un terroriste. Alors que ce n'est pas vrai, c'est juste quelqu'un qui est contre le pouvoir. Ils disent que c'est un terroriste. Par exemple, Irak, ils n'ont pas pu réussir à provoquer l'Irak pour prendre des armes, pour prendre des bâtons, et ainsi de suite, pour faire pour faire des actions violentes. L'Irak est resté toujours pacifique. Donc, ils veulent que la population soit des terroristes pour qu'eux, ils disent, les Américains donnent des millions pour combattre le terrorisme. Avec ces millions-là, partent dans les poches des officiers. C'est un genre de mafia, c'est un genre de manipulation pour rester au pouvoir et pour avoir le soutien des Occidentaux à tout prix. Les Occidentaux doivent avoir une autre vision de l'Afrique. Et ces dirigeants-là, la plupart, ce n'est pas des dirigeants. Comment un dirigeant a des yachts à l'étranger, il a des biens à l'étranger? Où il a trouvé ces biens-là? Il a trouvé ces biens. Et il vient investir en Europe. Donc, la haine va dire que tout l'argent est parti en Europe. C'est comme ça que les gens recrutent les islamistes et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils... C'est ça le vrai fond du problème. Nous, Irak aussi, les islamistes sont contre nous aussi. En Mauritanie, les islamistes sont contre Irak. Parce que nous sommes contre les mouvements islamiques. Nous, on est là, personne ne nous protège, on risque notre vie, mais d'une part aussi, ils ont peur de nous parce qu'il y a une masse derrière nous. Tu as compris? Si quelqu'un nous touche, ils peuvent disparaître, tu as compris? C'est ça seulement qui les tient, mais d'une part, ils sont contre nous. Ils disent que parce qu'on est proche des Occidentaux, après les Occidentaux nous ne font rien du tout. Mais on sait que ce qu'on peut obtenir pacifiquement, on ne peut pas l'obtenir par la violence. Je lance un appel pour tout le monde, tout humain, de venir nous soutenir. Parce que la Mauritanie, c'est un pays de non-loi, un pays d'esclavage, de racisme, de pays là où l'humain n'est même pas humain. Ça veut dire qu'on a besoin, premièrement, d'être humain et avoir nos droits et être... Pour que la Mauritanie soit un pays
La Mauritanie n'est pas encore un pays. C'est une boutique pour les morts, là où il pille. Il prend les biens seulement pour se refaire, pas autre chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'un pays. On n'a pas encore un pays. C'est ça qu'on veut. Maintenant, je lance un message dans tout le monde européen, africain, américain, asien, arabe, Afrique, partout le monde, ici en Mauritanie. J'ai un message, chaque personne, il faut venir ici en Mauritanie. Il va regarder beaucoup les esclaves ici en Mauritanie et racisme, parce que Mauritanie c'est le premier pays dans le monde à esclaves, à racisme. Nous sommes maintenant ici. Nous, il n'y a pas rien. Nous, il n'y a pas de médias. Nous, il n'y a pas de journalistes. Nous sommes, il y a chaque personne, il prend téléphone, smartphone, il fait vidéo, il lance pour les gens. Pourquoi le monde, il n'est pas regardé en Mauritanie? Je lance. Il faut, les journalistes, le monde, il faut rentrer ici en Mauritanie pour regarder les problèmes ici en Mauritanie. Wallah, ils rentrent dans le Facebook, dans le Twitter, les Mauritaniens, négro-mauritaniens, les victimes des esclaves, ils écrivent dans Facebook pour le problème ici. Personne, il n'a pas regardé ça. Ça, c'est pas normal. Il faut regarder en Mauritanie. Mauritanie a beaucoup de racines. Et nous demandons la soutien. Toute personne qui peut voir cette vidéo, cette interview, peut nous aider parce qu'on a des représentations partout. Si vous faites des recherches sur Internet, vous pouvez voir Yara Mauritanie. On est en Europe, on est aux États-Unis. On a des représentants en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, partout en Afrique, presque. Donc nous demandons aux gens de nous aider comment de parler, de manifester, de mettre la pression sur leur État pour que les États en échange ensuite mettre la pression sur la Mauritanie pour qu'ils puissent déclencher un processus démocratique qui permette à toutes les populations d'avoir les mêmes droits et qu'il y ait un partage du pouvoir, de l'économie et que la Mauritanie est un pays où l'esclavage jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui règne, où une minorité dirige les pays grâce à l'aide de certaines personnes qui sont à l'étranger, qui profitent de cette accalmie. Donc nous demandons aux gens de faire des recherches sur la Mauritanie, parce que c'est un pays où il y a eu des génocides, des purifications ethniques, où les gens parlent de Rwanda, mais ils oublient que la Mauritanie, en 87, 86, il y a eu des purifications, il y a déjà eu des milliers de morts ici qui ont été tués, des gens qui ont été déplacés. Donc on n'a jamais parlé de ça, parce que certains pays privilégient leur intérêt économique que de parler des droits de l'homme en Mauritanie.